Bonjour à tous. J'ai voulu partager aujourd'hui une table ronde absolument passionnante qui a eu lieu au congrès d'Arras samedi dernier, notre congrès des patriotes, celle sur pourquoi et comment sortir de l'Union européenne. Je pense que c'est fondamental, évidemment, vous le savez, avec en plus des invités tout à fait de marque, prestigieux, très intéressants. Nous avions Pierre-Yves Rougeron, vous l'entendrez, hein. Je vous ai mis toute la table ronde. Hein. Pierre-Yves Rougeron, donc président du cercle Aristote. Nous avons dans cette table ronde Charles-Henri Gallois, le président de Génération Frexit. Nous avons Dominique Bourse-Provence, qui est notre référent de Paris et d'Île-de-France et qui connaît bien, notamment du point de vue social, toutes ces problématiques. Et puis nous avions Aldo Stéron, hein, qui est un résident britannique, donc qui a connu, qui a soutenu, qui soutient le Brexit, qui a de bonnes idées sur tout cela. Qui est par ailleurs un youtubeur qui a des réflexions intéressantes que vous connaissez bien. Donc, j'étais ravi, c'était animé par Thibault Longeon, qui est membre de notre comité exécutif. Vous me direz ce que vous pensez de cette table ronde dans les commentaires. Il y en a beaucoup d'autres, certaines je les mettrai sur la chaîne secondaire, les Patriotes sur YouTube, d'autres sur cette chaîne. Nous verrons, j'ai déjà mis plusieurs interventions ou entretiens sur la chaîne parce que je veux vous faire vivre Arras. Voilà, ce succès incroyable, c'est plus de 1600 personnes, on n'a pas pu pousser les murs, hein, et cet esprit de rassemblement. Voilà, on a invité des gens, il y en a qui sont venus, pas venus, beaucoup sont venus. Les autres viendront la prochaine fois. Je crois en la force irrésistible du rassemblement pour la France et la France libre et l'humanité. Voilà, soutenez cette vidéo si vous voulez bien, relayez-la, partagez-la, ça vaut vraiment le coup. Merci à nos invités, donc partagez-la, donnez-lui de la force avec un commentaire, un pouce en l'air. Vous pouvez également lui donner de la force en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner en dessous. Je vous le dis maintenant, je vous le redirai plus après. Hein. Vous cliquez, hop, c'est fait, c'est gratuit, c'est instantané. Ça aide tellement la chaîne d'être abonné plutôt que pas abonné. Les algorithmes de YouTube tournent tellement mieux et la référence beaucoup mieux. Donc, grand merci pour ceux qui prendront cette seconde. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur cette chaîne, sur ma chaîne. Justement, direct. Ça y est, vendredi 8 septembre, 19 h ici, soyez là, sur cette chaîne. Soyez présents, on sera en direct, je répondrai en direct à toutes vos questions sur Arras, sur tout le reste, que vous ayez été à Arras ou pas, sur toute l'actualité française, mondiale, sur cette rentrée. Je prendrai vos questions, voilà, sur l'avenir, les européennes, le rassemblement, ce que vous voulez. Soyez là, ramenez du monde. Vendredi 8 septembre à 19 h sur cette chaîne, faites passer le message, je compte sur vous. Je vous attends, patriotes. Ça aussi, je vous le dis maintenant, je vous le dirai plus après, donc prenez le temps maintenant, vous mettez sur pause, d'adhérer, de réadhérer ou de faire un don de soutien au mouvement, ou faites-le en fin de vidéo, pensez-y. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et je crois que vous n'avez pas envie de rester seul, vous avez envie de rencontrer des gens qui pensent comme vous à côté de chez vous. Ben, c'est ça, ce qui se passe quand on est adhérent ou réadhérent. On est mis en relation, on se bat ensemble pour des belles valeurs anti-oligarchiques. Vous pouvez faire un don de soutien au mouvement, nous aider à financer Arras. Que vous voyez d'Arras, ça coûtait des dizaines de milliers d'euros. Les européennes qui arrivent, plus d'1,2 million et tout le reste. Nos manifs, opérations coup de poing, on fait beaucoup de choses. On n'a pas les millions d'euros d'aide publique, on n'a pas les copains banquiers, nous. Non, la résistance. Vous pouvez soutenir, adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la vidéo, le lien apparaîtra sur l'écran. Enfin, don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est simple. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Il y en a qui mettent 300, ça leur coûte 100 après impôt. Il y en a qui mettent 10, ça leur coûte 3 et quelques après impôt. Il y en a qui mettent 6000, ça leur coûte 2000 après impôt, etc. Bravo aux donateurs et adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes du fond du cœur. Bonne table ronde, comment est sortir de l'Union européenne et vive la France. Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde consacrée au Frexit. Pourquoi et comment sortir de l'Union européenne? C'est évidemment une table ronde qui est au cœur de nos préoccupations puisque comme vous le savez, les patriotes ont pour projet le Frexit. Alors avec nous des intervenants de qualité, évidemment. On va commencer avec Pierre-Yves Rougeron, que vous connaissez bien et qu'on peut applaudir. Président et fondateur du Cercle Aristote, militant souverainiste engagé de la première heure et aussi, il me semble, directeur des publications de la revue Perspective Libre. Merci de ta présence, Pierre-Yves. Également avec nous, Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri, merci. Président de Génération Frexit, parti partenaire des Patriotes, auteur également des Illusions économiques de l'Union européenne, un livre que je vous encourage à lire et qui est disponible, il me semble, sur un des stands à l'extérieur. Et
également Charles-Henri qui a montré une certaine sagacité puisqu'il avait été l'un des premiers à parler du scandale, notamment des emprunts indexés sur l'inflation. Merci en tout cas de ta présence, Charles-Henri. Avec nous également Dominique Bourse-Provence. Merci, il est là. Membre du comité exécutif des Patriotes, référent régional Île-de-France, qui est par ailleurs, Dominique, le déposant officiel de nos manifestations pour la liberté. Merci Dominique, en tout cas, d'être présent. Et enfin, Aldo Stéron. Merci Aldo. Aldo Stéron qui est donc un youtubeur aux multiples facettes que l'on peut suivre donc sur YouTube mais aussi sur Twitter, qui a plusieurs canaux, comme on dit, et que je vous encourage à suivre, et qui est par ailleurs résident au Royaume-Uni et qui va nous parler donc de cette expérience qu'il a de vécu du Brexit, qu'il a donc vécu en sa chair, et il va nous en parler. Merci Aldo de ta présence. Donc on va commencer tranquillement donc cette table ronde sur le Frexit, mais pour commencer, pour lancer tout de suite le sujet, j'aimerais poser une question à Pierre-Yves Rougeron. Alors les micros d'ailleurs, oui. Hop là. Tac, tac. Peut-être qu'il faudra que vous passiez un micro à l'occasion, mais voilà. Ok. Pierre-Yves, je vais prononcer le prénom et le nom d'Ursula von der Leyen. Et je crois que ça se suffit. Mais donc Ursula von der Leyen avait annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, que l'Union européenne devait se doter de nouvelles compétences en matière de santé, en matière de défense. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube de l'avènement d'un super-État européen ? Maintenant que nos amis britanniques ont pris intelligemment la porte, il est vrai que la tentation euro-américaine du saut fédéral est plus que jamais présente, vu que personne ne s'y opposera sérieusement dans les arcades. Je tiens à dire que on vous a beaucoup tissé ces dernières années de faux contre-exemples, l'exemple danois sur l'immigration, l'exemple hongrois sur la grande résistance de Viktor Orban, et également sur l'Autriche, sur différents pays qui auraient des velléités. En réalité, tant que l'Union européenne est soutenue par le fédérateur extérieur, ce qui est le cas depuis l'avènement de l'administration Biden, elle avancera sur les dépouilles des nations présentes. Vous savez, il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Point. Et l'eurocratie fonctionne comme ça. Je vais vous dire ce qui est dans les couloirs de Bruxelles actuellement, parce que vous avez des réunions entières où ils s'auto-congratulent, vous savez, un peu comme un truc d'alcoolique anonyme, et où il dit, finalement, le Covid, on s'en est pas si mal sorti, hein ? Bon, ça fait quand même un peu, vous savez, davidien, wacko, prêche de la fin du monde. Il y a un côté quand même, toute personne qui a été en poste à Bruxelles a vu ce côté religion délavée sectaire. Or, ils en sont là. Pour eux, il y a un problème, c'est la fameuse menace intérieure dont Jean-Claude Juncker parlait déjà. Ce n'est pas nouveau. La menace intérieure, c'est vous. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et ils iront jusqu'au bout. Et le fait de les supplier, comme beaucoup d'oppositions en France le font, est inopérant. Moi, je peux vous le dire, quand j'étais au Parlement en tant que conseiller, les eurocrates n'avaient de respect un minimum que pour deux personnes, Farage, Philippot. Point. Tout le reste, comme me l'avait dit un haut fonctionnaire, de toute façon, je ne vous condamne pas, nous vous rachèterons. Il faut entendre ça, parce que vous êtes face à l'antination, oui, vous êtes face à la corruption dans les deux sens du terme. Vous êtes face à la corruption financière, intellectuelle et morale, et face à la corruption anthropologique qui peut emporter nos États et nos pays.
Alors je vais passer la parole à Charles-Henri et je voudrais qu'on évoque un petit peu les arguments tétanisants qu'on a souvent lorsqu'on dit qu'on veut sortir de l'Union européenne, qu'on souhaite le Frexit. On nous dit des arguments types qui en fait clôt la discussion. Il y en a un, c'est celui tout simplement, le Frexit conduirait notre pays à la ruine. Alors, est-ce qu'il faut prendre cet argument pour argent comptant, Charles-Henri ? Quand on me parle de ruine, j'ai en tête l'image de notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je sais que vous l'adorez aussi. En réalité, je suis tombé sur un chiffre très intéressant hier, quand on parle de ruine, qui est le déficit public français, pas en année pleine, à fin juillet. 169 milliards d'euros. C'est plus qu'en 2020, quand on lançait l'argent par les fenêtres lors du Covid. Donc c'est vous dire un petit peu l'état de ruine qu'est la France à l'heure actuelle, gérée par la Macronie avec l'influence de Bruxelles. Parce que quand je parle de ruine ou quand je parle de gabegie, il faut voir, et c'est un bilan qui n'est jamais fait notamment par les prétendues oppositions, qui est quand même le coût direct ou indirect de l'appartenance à l'Union européenne. Il y a un coût dont on entend un peu parler, qui est le plus évident, qui est la contribution française au budget de l'Union européenne. En net, en 2021, on était à 12,4 milliards d'euros quand même. C'est le budget de la justice qui a été réévalué de 30%. Donc c'est pour vous dire déjà le montant que c'est. Mais en fait, ce montant-là, ce n'est qu'un élément parmi tout ce que la France donne à l'Union européenne. Vous avez notamment tout ce qui est cofinancement hors budget, dont on entend très peu parler. Enfin, on entend parler dans les faits, mais pas ce que ça nous coûte. Dans les cofinancements, vous avez, quand on va donner de l'argent pour la guerre en Ukraine, ça, c'est pas prévu dans le budget, c'est hors budget, et donc ça va en plus. Quand on va donner de l'argent à Erdogan pour garder des migrants en Turquie, ça, c'est hors budget. Tout ça, c'est 6 milliards d'euros par an pour la France. C'est en plus. Mais vous avez d'autres coûts. J'ai lu aussi hier, donc j'ai pensé à vous, le Premier ministre allemand, Olaf Scholz, qui expliquait qu'il fallait quand même s'attaquer aux normes de l'Union européenne, parce que ces PME et TPE leur expliquaient que les principaux coûts et les principales normes venaient de l'Union européenne. En France, vous avez le MEDEF, censé défendre les entreprises, où vous avez un autoprétendu défendeur de la simplification contre la bureaucratie, David Lisnard. Les normes européennes, j'en entends jamais parler de leur part. Ben, sachez qu'en France, le coût d'application des normes de l'Union européenne, c'est 40 milliards d'euros par an. Environ 3/4 pour les entreprises privées et 1/4 entreprises publiques et administration. Ben, tout ceci, c'est un coût additionnel. Et vous avez aussi, bien sûr, un coût que certains peuvent considérer indirect, Pierre-Yves en a un peu parlé, mais qui est en réalité un coût direct de l'Union européenne. C'est le coût de l'immigration. Et le coût de l'immigration, ça a été chiffré par les contribuables associés, 54 milliards d'euros par an. Et là-dessus, l'Union européenne a une responsabilité directe. On ne peut pas... si vous voulez lutter contre l'immigration illégale, si vous voulez même d'ailleurs expulser les étrangers délinquants, il ne faut pas être dans Schengen. Parce que si vous êtes dans Schengen, du jour au lendemain, ils reviennent par l'Italie, la Grèce, le Portugal, n'importe quel endroit. Le lendemain, ils sont en France. Donc ça ne sert à rien même d'expulser les étrangers délinquants si vous êtes encore membre de l'espace Schengen. J'ajoute à ça que les jurisprudences de la CEDH et de la CJUE font qu'il est très difficile, même quand vous avez quelqu'un qui est là illégalement, de l'expulser. Pour ce qui est de l'immigration légale, je rappelle quand même que le plus gros pourvoyeur, c'est le regroupement familial et c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Donc tous ceux qui vous expliquent qu'ils vont réduire l'immigration dans le cadre de l'Union européenne se moquent du monde. Vous voyez bien Mélanie, ça ne marche absolument pas. En fait, j'ai vu un parti en France qui explique qu'ils font un référendum sur l'immigration. Banco, hein, je pense que c'est du bon sens. Les Français ont compris que l'immigration de masse était une plaie pour la France. On ne peut pas assimiler des gens qui viennent en masse. Et donc, pourquoi pas le faire? Mais si vous n'avez pas en même temps un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est le Karcher de Nicolas Sarkozy sans eau. Si vous voulez mettre de l'eau, il faut mettre le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Donc il faut arrêter de se moquer du monde sur ces questions. Il faut être sérieux, il faut être crédible. Et un dernier coup direct dont je vais parler, qui est quand même celui du bouclier tarifaire.
On en est déjà à 50 milliards d'euros, à 30 milliards d'euros pour la seule année 2023, le bouclier tarifaire sur l'électricité. Or, ce coût, c'est vraiment de l'argent balancé en l'air parce que si nous n'étions pas dans le marché de l'électricité de l'Union européenne, non seulement les particuliers, soi-disant protégés par le bouclier, paieraient moins cher, mais surtout et aussi toutes les entreprises, tous les PME, toutes les TPE et le record de défaillance qu'on a à l'heure actuelle, eh bien, il n'aurait pas lieu. Donc, c'est 47 milliards balancés en pure pète et 30 milliards. Donc, si vous faites les comptes, en annuel, le coût, je ne mets même pas le coût de l'euro dedans qui est à part, qui a été évalué, le coût, c'est environ 145 milliards d'euros. Donc, on est quasiment au montant du déficit en France. Donc, c'est vous dire, quand vous avez Bruno Le Maire qui vous dit on cherche 15 milliards d'euros, quand vous avez Elisabeth Borne qui vous expliquait que la réforme des retraites était indispensable pour économiser à l'horizon, je crois que c'était 2030, quelque chose comme 12 milliards d'euros. Et quand vous voyez les gaspillages sans nom qui sont faits à chaque fois au nom de l'Union européenne, sans aucun débat, eh bien vous voyez bien qu'il y a un problème. Alors évidemment, l'argument économique n'est pas le seul qui doit vous conduire à vouloir sortir de l'Union européenne. Le premier argument, c'est celui de la démocratie. Parce que qu'est-ce qu'un peuple qui ne décide pas par lui-même et pour lui-même de ses décisions, mais dont ce sont des fonctionnaires non élus à l'Union européenne qui vont décider pour vous? Ça, ce n'est pas une démocratie. Et donc ça, c'est le principal argument. Mais n'oubliez jamais, quand on vous dit, vous vous rendez compte, si on sortait de l'Union européenne, le coût que ça serait pour la France, dites-leur à chaque fois, rendez-vous compte ce que nous coûte tous les jours et maintenant l'Union européenne. Merci Charles-Henri. On passe à Dominique, qui par ailleurs a une expérience passée de responsable syndical finalement. Et je voulais qu'on évoque avec toi, Dominique, la réforme des retraites. Charles-Henri en a un petit peu parlé. On a eu des mois et des mois des manifestations de la part de syndicats, des manifestations qui ont drainé plusieurs centaines de milliers de personnes, sinon des millions. Et finalement, les seules manifestations que nous avions faites, ces manifestations, elles évoquaient un point que les syndicats n'évoquaient pas, c'était la responsabilité de l'Union européenne. Comment est-ce que tu expliques le fait que les syndicats ont fait défiler des centaines de milliers de personnes dans la rue, sans parler du fait que l'Union européenne était, semble-t-il, et sans doute, la véritable instigatrice de cette réforme des retraites? Absolument. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde, content d'être là, ravi. Il faudrait qu'on fasse un congrès tous les ans pour qu'à la rentrée on puisse se retrouver, parce que c'est vraiment un support d'énergie, c'est super agréable. Alors pour résumer ce qu'a dit Charles-Henri, moi je pense absolument, pour paraphraser ce que disait Reagan en un autre temps, je pense vraiment qu'il faut que l'Union européenne descende de notre dos et sorte les mains de nos poches. C'est fondamental. Alors, pour répondre à ce que demandait Thibault, il faut aller chercher ça du côté de la coulisse, comme disait Disraeli, le ministre anglais, d'ailleurs, que tu as dû connaître, livresquement, bien entendu. Hein, il était fin 19e. Il disait que pour bien comprendre la politique, il fallait jeter un œil dans la coulisse. Et là, en l'occurrence, si on va jeter un œil dans les coulisses, ça s'appelle CES, Confédération des Européennes des syndicats. CES qui est créé en 1973, qui végète, qui se débrouille, qui machin, et qui aujourd'hui se prévaut de 89 structures et 45 millions de personnes sur 39 pays européens. Donc vous voyez, beaucoup plus large en fait que l'Union européenne proprement dit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est quand même ce que j'appelle le S2C, c'est-à-dire c'est soumission, compromission, corruption. On est dans vous voyez, c'est un brelan gagnant, d'accord? Et c'est incroyable quand vous imaginez qu'il y a eu, par exemple, vous savez, tous les ans, l'Union européenne, elle fait un petit sondage pour savoir comment les citoyens de l'Union européenne vivent l'Union européenne. Et en fait, les Français sont les plus europhobes
de tous les pays de l'Union européenne, de tous les pays. Sur 20 questions, à la dernière, qui était genre février-mars, je crois, un truc comme ça, sur la dernière, sur 20 questions, il y en a 19 où les Français sont en tête de l'europhobie. D'accord? Ce qui est énorme. Et alors, imaginez, vous avez 5 syndicats qui sont représentatifs en France et qui sont considérés par la loi comme tels. Et on pourrait imaginer, bien sûr, que le sondage, il donnait 41% d'europhobes. D'accord? Il y avait 22 ou 23% d'eurosceptiques. Mais là, je vous parle d'europhobes, 41% en France. C'est énorme. D'accord? Imaginez si on en avait simplement 10% de ces 41-là. OK? C'est un autre sujet. Eh bien, imaginez 41% dans la population française d'europhobes. 5 syndicats représentatifs des travailleurs français. Là-dedans, aucun syndicat qui va émettre quelque chose, une explication pour relier la problématique des retraites à ce que l'on sait avec Clément Beaune, etc., ce qu'il avait dit. On sait bien qu'il y a des injonctions qui sont faites tous les 6 mois d'ailleurs, hein, liées au GOPÉ, etc., qui sont faites pour leur demander effectivement de gérer le problème des retraites. Et vous savez que leur agenda, eux, c'est 67 ans. D'accord? 67. On n'y est pas, hein? Okay, et ils s'y tiennent tout le temps. Et incroyable, mais aucun syndicat n'a relevé ce fait pendant 6 mois de la lutte sociale. Elle a duré 6 mois. D'accord? Aucun représentant syndicaux d'aucune branche n'a effectivement émis l'hypothèse qu'il y avait l'injonction et le bras, bien entendu, de l'Union européenne dans cette configuration qui était celle de la France. Et des atermoiements, vous vous rappelez de Macron, 64, 65, mais si je suis élu président, je vais. Alors, bien sûr, les syndicats, comme pour l'éducation nationale tout à l'heure, ils font de la politique. Ça veut dire que CGT et CFDT, ils ont appelé à voter Macron. Vous comprenez? Ad Hitlerum, pour éviter le pire à la nation. Donc ils ont appelé à voter Macron. Alors après, c'est un peu difficile pour les gens de se dire « Ah bah oui, ils appellent à voter Macron pour éviter le pire, soi-disant. » Et puis Macron, il fait passer la loi qu'il avait d'ailleurs prévue. Il l'avait dit dans son petit programme, totalement minuscule, mais il avait énoncé cette réalité. Et donc ils sont opposés. C'est déjà un peu difficile, d'accord? Ensuite, les syndicats, à mon avis, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, mais à mon avis, quand on reprend le fil des événements, eh bien, on peut se dire que les syndicats ont fait ce qu'il fallait pour que petit à petit le mouvement s'épuise. D'accord? Il n'y a pas d'exemple dans les mouvements syndicaux. Sur une base très simple, là, il n'y a pas, c'est pas une multitude de revendications sur lesquelles on peut piocher après en négociation. C'est une revendication. Donc, le pouvoir, de ce point de vue-là, il n'a qu'à se coucher ou qu'à la faire passer. C'était extrêmement simple. Et là, on commence par une mobilisation d'1 500 000 personnes, notamment dans les villes moyennes où il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, plus proportionnellement que dans les grandes métropoles, d'accord, ce qui est intéressant. Et dans ce cadre-là, 1 500 000. Et ensuite, on fait une manif toutes les semaines. Et puis, on va évoquer le fait que ça coûte cher aux salariés. Et donc, on va arrêter. Et puis, pendant ce temps-là, il y a la fédération des éboueurs des grandes villes qui sont pas privatisées. Et puis, l'énergie. Et puis aussi la SNCF qui mobilise et qui décrète la grève reconductible. Aucun syndicat n'a essayé de jouer un rapport de force qui pouvait tout à fait se jouer sur une base de ce genre, dans la mesure où il n'y avait qu'une position possible, avec un seul élément revendicatif, c'était effectivement de jouer la grève générale. Personne ne l'a demandé, d'accord? Personne ne l'a demandé. Alors que ça a duré 14 jours, dont les 2 derniers ont été le samedi, mais les jours précédents, c'était en semaine. D'accord? Donc les gens, pour aller à la manif, devaient effectivement poser un jour de grève. Donc ça leur coûtait cher. Donc je veux dire que vous comprenez, si vous faites une dynamique syndicale et que vous créez un mouvement et que vous demandez aux gens de se faire une grève reconductible, vous savez que derrière, le patronat, ça va lui coûter cher. Et que le MEDEF, dans la mesure où Macron lui doit tout au grand patron français, tout, d'accord? Il est leur créature. Donc bien entendu... si on fait une créature, on peut la défaire. Et ça va vite. D'accord? Donc, s'il y avait eu un mouvement de ce type, on peut penser qu'il y avait un rapport de force à jouer. Je ne dis pas que c'est un miracle et que ça aurait marché à tout coup. Mais je dis, ça serait ça le jeu.
qu'il aurait fallu jouer. Et on se rend compte qu'il y a une espèce de schizophrénie totale au niveau des syndicats qui sont tous représentés au CES, dont je vous parlais, Confédération européenne des syndicats, et ils sont tous, et en plus Laurent Berger était le président jusqu'à cette année, d'accord ? 2019-2023, président de la CFDT, président de la CES. Et bien évidemment, j'ai regardé alors les comptes, je suis beaucoup moins compétent que toi, Charles-Henri, sur cette dimension, et il faut être très 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 féru, et je ne sais pas comment on peut faire pour récupérer les chiffres exacts. Dans les bilans des syndicats français, ça n'apparaît pas, la CES, d'accord ? Et dans le budget européen, c'est extrêmement difficile à trouver. Ok, et j'ai trouvé 80 millions, mais je pense que c'est peanuts en fait. C'est-à-dire qu'ils sont très largement financés, les syndicats, par cette organisation. Et moi, je me souviens, et je vous dis un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien évidemment, c'est que dans les années 80, l'Union européenne payait des cars pour venir manifester à Bruxelles, aux syndicats. D'accord ? Vous avez remarqué que depuis cette période, ça n'existe plus. Les syndicats sont pieds et poings liés à la CES et donc ils ne mouftent pas, ils sont schizophrènes et ils ne disent pas un mot et c'est leur intérêt et c'est pas l'intérêt de la France. Merci. Merci Dominique. Alors Dominique, tu as relevé un point intéressant sur ce baromètre de l'europhobie. Effectivement, les Français sont en pointe pour le coup. Il y a un pays dont le rejet de l'Union européenne a créé le Brexit, en fait. Et c'est le Royaume-Uni. Et Aldo, de ce que j'ai cru comprendre, donc tu es résident au Royaume-Uni, tu étais plutôt partisan du Leave, mais j'aimerais que tu développes un petit peu comment déjà tu as perçu la campagne du Brexit, la campagne du Leave, et est-ce que tu n'es pas finalement un petit peu déçu ou non de la manière dont le Brexit a été concrétisé finalement? Merci de nous donner la parole, mes amis. Bien le bonjour. Merci d'être ici. Ça change de la voiture. Donc là, j'ai été très intimidé ce matin, je ne vous cache pas, mais maintenant j'ai parlé à beaucoup d'entre vous. Je me dis, on est une grande famille, on est entre nous, on est en train de discuter. Donc, par rapport au Brexit, le Brexit, on a un référendum qui est tombé pratiquement par accident. Je ne pense pas que l'establishment britannique pensait que nous allions collectivement voter contre l'Union européenne. Ils pensaient qu'ils allaient en sortir avec une Union européenne renforcée. Parce qu'il y avait énormément de voix qui s'élevaient contre l'Union européenne, et à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va permettre au peuple de voter, une fois pour toutes, on va régler cette problématique, on va leur montrer que le peuple britannique veut rester en Europe, et puis on passera à autre chose. Ils ont eu une grosse surprise, justement. J'ai voté pour le Brexit, parce que je suis résident britannique, mais je suis aussi citoyen britannique. Oni, soit qui mal y pense. Donc, j'ai voté pour moi. J'ai voté pour ma famille et j'ai voté pour vous aussi, parce que je sais que beaucoup de peuples en Europe n'ont pas cette opportunité de donner leur parole pour le... Et en fait, une fois que le résultat a été connu, c'était le choc. C'était le choc dans l'establishment, c'était le choc dans les médias. Et ils ont commencé ce qu'ils ont appelé le Project Fear, le projet peur. Ils voulaient nous terroriser. C'est-à-dire que tous les jours, on voyait dans les médias des articles, on n'aura pas à manger, on n'aura pas de quoi nous soigner, nos permis de conduire ne seront plus valables, on ne pourra pas voyager, on n'aura pas d'essence, on n'aura pas d'eau. Voilà, on va mourir, grosso modo. Sans l'Union européenne, c'est la fin. Et ce discours marchait très bien, en particulier sur les jeunes, parce que le vote du Brexit a montré une fracture générationnelle très importante. Quand on regarde les chiffres, grosso modo, les 19-25 ans ont voté seulement à 27% Leave pour quitter l'Union européenne, alors que si on va aux gens qui étaient à peu près au nord de leurs 60 ans, là on va retrouver une inversion complète où on a les 2/3 qui ont voté pour quitter l'Union européenne. Alors j'ai parlé à beaucoup de monde pour essayer de me forger une opinion. Les gens qui ont 60 ans et plus,
ils ont voté contre, ils ont voté pour quitter l'Union européenne. La raison, c'est qu'on les avait arnaqués dans le passé. Parce qu'il y avait un moment où on leur avait vendu l'idée, pas d'une Union européenne, on leur avait dit, c'est juste un marché commun. Voilà, on va rentrer dans un marché commun, ça nous permet de faire du commerce, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour tout ça. Et c'est tout. On ne leur a pas dit qu'on était en train de dissoudre les institutions, de dissoudre la souveraineté du pays finalement, et de la donner à des institutions étrangères qui finalement vont faire du Royaume-Uni une sorte de province glorifiée de l'UE. Donc, ils ont vu tout le long qu'on leur avait menti sur le projet. D'ailleurs, au passage, je sais qu'on a menti aussi aux Français en 2005. Et en fait, je suis en train de développer l'idée. Je ne l'ai pas creusé. Donc, ce que je vais vous dire, ne me citez pas. On est juste entre nous. Je pense que si on regarde l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, l'Espagne, tous les autres pays, je suis sûr que chaque peuple a reçu un mensonge à sa mesure pour l'inclure dans cette Union européenne. Le problème, si vous voulez, si vous regardez les jeunes, pourquoi ils ont voté majoritairement pour l'Union européenne, et ça, c'est quand même quelque chose de laquelle il faudra vraiment tenir compte en France, c'est que les jeunes n'ont pas connu autre chose. Voilà. Aujourd'hui, là, qui se rappelle du billet avec Pascal dessus, qui se rappelle de ce billet avec Saint-Exupéry, qui se rappelle de cette France-là, qui se rappelle que la France a existé en tant que nation complètement indépendante, avec sa propre monnaie, ses propres institutions. Alors oui, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, malheureusement. Si vous posez la question aujourd'hui à des gens qui ont, allez, peut-être même 25 ans, 30 ans, beaucoup n'ont jamais de leur vie, ils ne se sont jamais rappelés avoir payé en francs. Donc ils se disent, mais ce pays peut-il vraiment exister avec sa propre monnaie ? Il peut exister avec sa propre frontière. Alors quand on leur parle de cette France, vous savez, les choses qui sont arrivées avant notre naissance, on a l'impression qu'il y a très très longtemps. Ils ont l'impression qu'on est en train de leur parler de Louis XVI, littéralement. C'est trop vieux, cette histoire. Donc, ils pensent que c'est impossible que la France puisse exister toute seule. Et c'est nous ce qu'on a eu aussi comme discours au Royaume-Uni, que c'est pas possible, le pays va collapser sur lui-même, on va mourir. J'ai le plaisir de vous dire que tout va bien. Enfin, on a les problèmes classiques, mais on est en vie. Voilà, on respire, on a de l'eau au robinet, tout ça, donc ça va. Maintenant, là où j'ai peut-être un peu déchanté, c'est que j'ai constaté que ça ne sert à rien d'avoir, par exemple, un Brexit ou un Frexit si on ne change pas les élites dirigeantes à la tête du pays. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple tout simple. Il disait, si on sort de l'Union européenne, on peut contrôler nos frontières, parce qu'effectivement, les frontières du Royaume-Uni étaient contrôlées depuis Bruxelles. Il y avait régulièrement des gens qui étaient refusés par les autorités pour des raisons, des fois de criminalité et autres, qui allaient à Bruxelles. Ils obtenaient le droit de venir au Royaume-Uni, mais ce n'était pas seulement des cas individuels, parce qu'en fait, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui obtenait gain de cause face au Royaume-Uni, face au Home Office, ça créait une jurisprudence. Et à partir de là, des milliers de personnes dans la foulée pouvaient utiliser la même jurisprudence sans devoir monter à Bruxelles et puis l'appliquer. Et donc, venir, ramener leur famille, tout ça. Et c'était absolument incontrôlable. D'accord ? Donc on nous a dit, avec le Brexit, on pourra contrôler nos frontières. Mais alors attention, il y a un double discours qui se cache derrière cela. On contrôle mieux nos frontières, oui. Depuis le Brexit, l'immigration illégale a doublé au Royaume-Uni. Parce qu'on contrôle nos frontières, on fait ce qu'on veut maintenant. Comme on a des élites qui ont fait il y a une véritable... Parce que l'immigration est une richesse, dans le sens qu'on prenait une industrie. Les gens qui viennent... On a aujourd'hui des gars qui se baladent dans les campagnes britanniques, qui vont vers les hôteliers qui ont été décimés par le Covid. Ils leur proposent, ils leur disent, bon, tu vires tout ton personnel, on t'achète l'hôtel, on te book des chambres pendant des années, voilà, à très grand prix, et puis on ramène des migrants.
Donc c'est devenu une véritable industrie. Donc oui, c'est bien, je vais résumer comme ça et finir sur ceci. Le Brexit ou le Frexit est une étape absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin par la suite. À la demande du monsieur Loyal, je rebondis sur ce qu'a brillamment dit Aldo. Il faut bien comprendre que nous n'avons pas le choix d'être extrêmement soucieux de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que ça va être la pierre angulaire de l'argumentation de nos adversaires pendant les européennes. Parce qu'il y a quand même des choses qui les embêtent beaucoup. La Grande-Bretagne a, par exemple, un taux d'emploi que nous pourrions envier et un salaire horaire que nous pourrions envier. Donc, ce qu'elle n'avait pas avant. Par contre, il faut bien comprendre ce qui s'est passé sur le volet migratoire. Il faut bien comprendre, à travers l'immigration, la nature du projet bruxellois. Mes équipes ont développé depuis longtemps un terme pour ça, sur lequel j'ai pas mal écrit, qu'on appelle la xénocratie. La xénocratie, donc le pouvoir de l'étranger. Il faut savoir que dans les catégories de la pensée grecque, il n'y a rien de pire. C'est le seul cas où c'est pire que la tyrannie. Parce qu'au moins, le tyran, c'est l'un des vôtres. Vous devez l'éliminer, mais c'est l'un des vôtres. Il est normal que des gens qui n'ont aucun lien avec vous, et quand on a vu ce qu'est un eurocrate, ils n'en ont pas, mais deux, croyez-moi, qu'ils ne veulent pas en avoir. Et donc, vous êtes des chiffres sur un tableur Excel. Vous êtes des pertes et profits. Point. Toute personne qui ne comprend pas leur mode de pensée et ne comprend pas cette ignominie froide et glaciale et bureaucratique ne comprend pas la nature de ce qui nous arrive. L'Union européenne est une xénocratie parasitaire. Elle vit au détriment de corps sains qu'elle entend bien tuer. Elle ne le cache pas. Si vous voulez, je vais vous rappeler un état de fait. Prenez un homme qui a fait beaucoup pour notre cause et qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est M. Juncker. Qui a fait énormément pour notre cause et qui, là où certains, born again, trouvèrent Dieu au fond de la bière, lui trouva la vérité au fond du gin et un jour dit une phrase qui est juridiquement très juste. Il n'y a pas de démocratie contre les traités, sous-entendu, il n'y a pas de démocratie contre moi. Ils ne vous mentent pas, ils ne vous mentent pas. Comme la plupart des grands malades et des grands déviants, ils vous annoncent à l'avance ce qu'ils vont faire. Vous ne voulez pas les croire, parce que vous vous dites, moi je leur ai rien fait, pourquoi ils me veulent du mal ? Mais il ne faut pas être deux pour faire une guerre. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille, et qui la veuille suffisamment fort. Et eux, ils le veulent. Sur le dossier migratoire, il faut bien comprendre que pour eux, oui, l'immigration fait baisser le coût nominal du travail. Ça, vieille rengaine, on n'en est pas sorti. Mais surtout, l'immigration sert à déstructurer les populations, à déstructurer leurs luttes identitaires et sociales menées en commun qui font le manteau de souvenirs et de larmes partagées qu'est une nation profondément. En réalité, grâce à l'immigration, ils vous neutralisent car ils se créent des obligés. Ils se créent de la matière humaine qui malheureusement leur doit tout et qui ont été, disons, déplacés depuis leur pays d'origine et qui n'ont pas le sentiment de devoir lutter avec vous, même si ce sont des victimes profondément. L'immigration, ça sert à ça. Particulièrement dans l'eurocratie. Je vous rappelle que M. Juncker, dans certains de ses écrits, parlait, je parle sous ton contrôle Charles-Henri, je crois que c'était 40-50 millions à l'horizon 2050, des trucs délirants. Des trucs délirants, mais ils le tenteront. Ils le tenteront. Parce que pour eux, il y a une lutte qui est une lutte, il faut bien le dire, qui est une lutte à mort. Pour eux, ils ont un laps de temps réduit, parce que Bruxelles, quand vous y êtes, est entouré d'ennemis. Moi, on m'a fait des cours en commission des affaires étrangères sur les menaces existentielles de l'Union européenne. La Chine veut détruire l'Union européenne, la Russie, le Brésil, on m'a sorti quand même. Le complot brésilien contre l'Union européenne. Je dois dire, j'étais pas prêt. Je suis bon humoriste, mais j'étais pas prêt. Et bien sûr, vous,
la fameuse menace intérieure. Or, évidemment, Trump. Alors, vous n'imaginez pas ce que j'ai entendu sur Trump. Mais, donc, ils imaginent, et je terminerai là-dessus, il faut bien que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel ils sont. Par l'immigration, par la ruine économique, par la guerre, car aujourd'hui, vous avez le droit de le dire haut et fort, l'Europe, c'est la guerre. Ils entendent, je le pense sincèrement, vu les retours que j'ai de Bruxelles, aujourd'hui, je pense qu'ils savent que sur la longue durée, le projet est compromis. Je pense qu'ils savent que de toute façon, ils ne plieront pas le monde à leur volonté, parce que vous n'imaginez pas ce qu'on entend à Bruxelles, particulièrement en Commission des Affaires étrangères. C'est-à-dire, le monde entier va marcher droit. Parce que sinon, on va leur envoyer Charles Michel, attention. Donc, vous allez voir Poutine, Xi Jinping enfoncés. Mais je pense qu'ils sont dans l'état, vous savez, de ces sales types qu'une nana quitte et qui la balafre. Je pense qu'ils sont dans cet état de terre brûlée en disant « Vous n'avez pas voulu du rêve européen, de notre rêve et de notre domination, vous allez le payer. » Je pense sincèrement qu'ils sont en train de vriller. D'ailleurs, Pierre-Yves, tu parlais de Charles Michel. Charles Michel qui souhaite intégrer près d'une dizaine de nouveaux pays d'ici à 2030, il me semble. Charles-Henri, qu'en penses-tu de tout ça ? Alors je vais répondre, je vais aussi rebondir sur le Brexit. Une petite précision d'ailleurs pour Pierre-Yves, quand il parlait de dans le gin, il ne s'agit pas de DSK, donc c'est l'alcool pour monsieur Juncker. En ce qui concerne le Brexit, il y avait plusieurs choses, ça a été très intéressant ce qu'a dit Aldo et Pierre-Yves. Pour les jeunes, c'est à mitiger sur le vote dans la mesure où en fait le premier votant, ou non votant plutôt pour les jeunes, c'était l'abstention. Et que effectivement les populations âgées sont plus votantes et ont voté pour le Brexit, mais le numéro 1 chez les jeunes, c'était l'abstention, avant même le maintien. Ensuite, effectivement, sur le Royaume-Uni, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer de vous faire peur, et ils le font. C'est-à-dire qu'il y a eu le projet de la peur pendant le référendum, il y a eu le projet de la peur au Royaume-Uni avant le Brexit en tant que tel, et il y a maintenant le projet de la peur en France, et plus globalement dans les autres pays encore membres de l'Union européenne, où le Brexit, on vous dit, attention, le Brexit, c'est la catastrophe. Si vous regardez les grands médias, les écoutez, ce serait la catastrophe. Mais quand vous prenez les chiffres, ça a été dit, le chômage est plus bas que dans la zone euro, la croissance 2021-2022 est plus basse que dans la zone euro, on vous dit qu'il y a de l'inflation. Oui, enfin, il y a de l'inflation aussi en zone euro, et en particulier en France, qui a dépassé la moyenne maintenant de la zone euro. Et surtout, s'il y a de l'inflation, contrairement en France, il y a des hausses de salaires. Les salaires ont augmenté de 8% pour une inflation à 6,4%. En France, l'inflation, parce qu'on vous donne l'inflation INSEE, mais selon Eurostat, c'est 5,7%. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut me dire que son salaire a augmenté de plus que ça. Donc tout ceci, il faut bien l'avoir en tête. Quand on vous dit que c'est la catastrophe au Royaume-Uni, si c'est la catastrophe au Royaume-Uni, c'est l'apocalypse en zone euro. Donc ça, c'est un premier point. Et après, je pense que le départ du Royaume-Uni amène une sorte, crispe encore plus les élites européistes et amène une sorte de fuite en avant. On le voit du côté de la guerre, mais on le voit pour tout un tas de projets. L'Union européenne s'est arrogée des droits qu'elle n'avait même pas dans les traités, des envois d'armes, des interdictions de médias. Et il y a cette fuite en avant de l'élargissement de l'Union européenne qui finalement se recoupe avec ce que je disais, parce que l'élargissement de l'Union européenne, ça va aussi nous coûter de l'argent. Ils veulent faire rentrer à l'horizon 2030, de 6 à 9 pays. Il y a les 6 pays des Balkans, parmi lesquels Serbie, Kosovo, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, etc. Et vous avez aussi Ukraine, Moldavie, Géorgie. En Géorgie, je crois que le salaire minimum, c'est du style 30 € par mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, les pays contributeurs nets qui restent, dont la France, vont devoir mettre la main au pot. On peut estimer que ça va coûter entre 3 et 5 milliards d'euros en plus des 12 milliards qu'on payait déjà. Ça veut aussi dire, quand vous avez des telles différences de niveau de vie, évidemment une immigration importante qui va venir de ces pays-là, évidemment des délocalisations, parce qu'il n'y a jamais eu de bilan non plus de l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne. On voit les taux d'industrialisation des pays, il y a eu un déplacement colossal de l'Europe de l'Ouest vers les pays de l'Est, tout simplement parce que la main-d'œuvre
qui est entre 6 ou 7 fois moins cher. 55% des délocalisations en France sont au sein même de l'Union européenne, donc vers les pays de l'Est. Donc vous imaginez la folie qu'il faut avoir si vous êtes normalement des dirigeants de la France. Dirigeants de la France, vous êtes censés normalement défendre les intérêts de la France. Et donc là, on va vous faire rentrer concurrence déloyale, et il y a aussi, je suis désolé de le dire quand même, la criminalité là-dedans. Enfin, l'Albanie et le Kosovo, c'est quand même parmi les pays les plus criminogènes d'Europe, avec des trafics en tout genre, trafic d'organes, prostitution et autres. Donc c'est-à-dire qu'on va faire rentrer ces gens-là au sein même de l'Union européenne. Comme le disait Pierre-Yves, effectivement, non seulement ils détestent les Français, mais je pense qu'ils détestent tous les pays européens pour pouvoir et pour vouloir faire subir ça. Et donc ça, évidemment, il faut l'avoir en tête. Et il faudra se battre contre ça, il faudra se battre contre toutes les dérives de l'Union européenne. Il y a une autre dérive dont je n'ai pas parlé, c'est quand même le fameux plan de relance de l'Union européenne. Le même plan de relance, pour rebondir sur ce qu'a dit Dominique, qui, comme contrepartie, avait dedans les réformes des retraites et de l'assurance chômage. On ne vous a jamais dit, mais à la base, ce plan-là, ça devait coûter 80 milliards d'euros à la France, qui devait en recevoir 40. Donc c'est 40 milliards d'euros en net qu'on devait perdre. Sauf que comme les emprunts indexés sur l'inflation, il y a une autre bourre de gestion là, au sein de l'Union européenne, celle qui passe son temps à donner des leçons de gestion. En fait, plutôt que d'émettre le financement, qui est environ 804 milliards d'euros, qui devait émettre au niveau de l'Union européenne, plutôt que de le faire directement en 2021, quand les taux d'intérêt étaient trop bas, je m'étais rendu compte en me plongeant dans les papiers que ces génies avaient eu la bonne idée d'attendre. C'est-à-dire qu'à fin 2022, il restait encore 636 milliards à emprunter. Sauf qu'à l'époque, on empruntait à taux nul. Maintenant, on emprunte à 3,5. C'est quasiment 300 milliards d'intérêts par une erreur de gestion qui vont être payés, et dont à chaque fois, la France paye 17,4. Donc ça veut dire que ce n'est pas 80 milliards qu'on va payer. On va payer en net, au lieu des 40 milliards d'euros, on va payer en net 73 milliards d'euros pour la France. C'est-à-dire qu'à la base, ça devait être 40, on reçoit 37. Les 37 milliards d'euros qu'on va payer, c'est l'équivalent unique des intérêts qui vont être payés du fait de cette erreur de gestion, intérêts payés par la France. La quote-part des intérêts payés par la France. Donc vous imaginez en fait la fuite en avant complètement dingue, ce que ça va aussi nous coûter. 3 à 5 milliards pour élargissement. Ce plan de relance, il va commencer à être remboursé sur 30 ans à partir de 2028. Ça veut dire que vous allez payer 3,7 milliards d'euros en plus. Et vous pouvez ajouter à ça le Royaume-Uni, qui, s'il n'est sorti, n'a pas encore tous les bénéfices du Brexit parce qu'il continue à contribuer jusqu'à fin 2027. Et donc en 2028, qui va prendre le relais? Les contributeurs nets restants. De telle sorte que si vous avez ces trois phénomènes, élargissement, plan de relance, fin des contributions britanniques, la contribution nette de la France va passer de 12,4 à quasiment 20 milliards. Voilà la réalité. Quand il n'y a plus d'argent en France, vous allez donner tout à l'Union européenne et vous allez donner tout aux chers pays qui rentreront dans l'Union européenne. Et gâteau sous la cerise, sur les 40 millions dont tu parles, en plus, il y en a 19 qui sont assujettis à l'avancée significative des barrages hydroélectriques en France. Et comment? Oui? Et solaire aussi? Oui, absolument. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours le chantage, quoi. D'accord? Chantage, parce que, bon, bien sûr, les commissaires, ils sont là, eux, tranquilles, ils sont dans la durée, et puis les politiques français, comme d'autres pays, ils ont un mandat à durée limitée. Et donc, ils vont toujours jouer à chaque fois, ils vont favoriser l'élection d'un tel ou d'un tel. Rappelez-vous, en Italie, comme ils sont intervenus sur la scène italienne, je ne parle pas de Mélanie, je parle d'avant, comme ils sont intervenus de manière éhontée. D'accord? Et ensuite, ils font pression, puisqu'on leur doit des choses, ils viennent présenter l'addition. Et ça, c'est terrible. Alors, je crois qu'il y a un truc qui est intéressant quand même pour nous donner de l'espoir, c'est que les grands arguments systémiques du genre l'Europe, c'est la paix, la convergence économique va favoriser la croissance de chacun des pays réunis, etc. Tout ça, l'histoire, le réel, les faits nous prouvent que c'est du vent, que c'est faux. Alors maintenant, l'argument majeur qu'ils vont développer sans doute, c'est de dire, oui, il y a un précédent, c'est l'Angleterre, mais l'Angleterre n'était pas dans l'Union européenne.
d'accord, au sens de la monnaie. D'accord, ils étaient dans l'Union européenne, mais ils n'étaient pas dans l'euro. Alors que la France est dans l'euro, donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, ça n'a rien à voir, et c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Alors moi, juste pour terminer, je veux dire une chose, je fais l'analogie avec un jeune qui rentre dans une entreprise. Le jeune qui rentre dans une entreprise, il a 20 ans, il rentre dans une boîte, une organisation, quelle qu'elle soit. Lui, ce qu'il pense, c'est bon, je vais être sympa avec tout le monde, personne ne va m'embêter, et ça va bien se passer. Et puis, il se passe 3-4 ans, si on le revoit après, il se rend compte que non, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour... l'organisation n'est pas là pour lui. L'organisation, elle est là pour elle-même. D'accord? C'est-à-dire qu'elle veut durer dans son essence. Et pour durer, elle doit s'adapter. Pour s'adapter, elle doit le modifier, changer son poste, changer de service, etc. etc. Donc on lui casse effectivement les pieds. L'Union européenne, c'est pareil. Au début, les citoyens, ils se sont dit, bon, oui, l'Union européenne, pourquoi pas? Et puis petit à petit, on se rend compte que les contraintes sont de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce que comme disait Pierre-Yves, fondamentalement, l'Union européenne veut perdurer dans son être. Et pour perdurer dans son être, elle doit faire de la casse. Et si elle doit faire de la casse, elle en fera. Et ça, c'est terrible. Ce qui peut nous donner de l'espoir, c'est notre propre force. Notre propre force de conviction et le fait que nous allons aux élections européennes, nous y allons et nous sommes le seul parti à proposer effectivement le Frexit. Et nous devons penser aux 50% de gens qui se sont abstenus aux dernières élections et nous devons les convaincre, inlassablement les convaincre de nous rejoindre. Il faut toujours penser à ces 41% de Français qui sont europhobes. Eurolucides. Absolument. Et juste une dernière chose... Il y a un élément qui est quand même qu'il ne faut jamais oublier, c'est le fait que Singuli, Singulus, c'est la devise de la Comédie Française. La plus grande troupe, la plus ancienne, la plus vieille, depuis 1680, la plus vieille troupe théâtrale au monde. L'État n'y est pas pour rien, évidemment. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Singuli, Singulus, ça veut dire être soi-même et être ensemble. Il est impossible d'être soi-même et d'être ensemble dans l'Union européenne. C'est impossible. Nous en avons fait l'expérience et il faut en tirer maintenant les conséquences de manière draconienne. C'est impossible. Nous devons effectivement en sortir. C'est un choix pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et je salue Aldo et son vote Brexit parce qu'il a, de ce point de vue-là, projeté ses enfants dans effectivement un avenir qui peut être souverain et qui peut être libre, quel que soit ce que les dirigeants en font après. Mais les dirigeants qu'on nomme soi-même, on peut aussi soi-même effectivement les révoquer. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons tous. Et juste avant de terminer... Merci Dominique. On s'oriente lentement vers la fin de cette première table ronde. Aldo, quand tu entends le fait qu'effectivement, il y a un problème au niveau des dirigeants, c'est ce que tu nous disais, mais on remarque qu'en Italie, quelqu'un a été présenté comme étant le diable qui allait faire sauter l'Union européenne, c'était Giorgia Meloni. Et on se rend compte qu'une fois au pouvoir, elle n'a jamais tenté d'endiguer l'Union européenne réellement. On voit qu'elle trahit toutes ses promesses. On remarque que les partis effectivement d'opposition qui promettaient le Frexit il y a quelques années sont de plus en plus comment dirais-je, édulcorés, ne sont même plus pour le Frexit, ne sont plus pour la sortie de l'euro. On a remarqué il y a quelques jours qu'un grand parti d'opposition n'était même plus pour la sortie du marché européen de l'électricité. Comment est-ce que tu constates qu'au niveau européen, les grands partis d'opposition sont en train de devenir de moins en moins des partis d'opposition, tout simplement? Ils ont été peut-être achetés, ils ont leur raison. Hein. Il en parlait il y a 2 minutes. En tout cas, sur le plan politique, je reconnais tout de suite un escroc. C'est quand quelqu'un arrive, fait des promesses, hein, mais il ne parle pas de Frexit. Parce que, de toute manière, si on reste dans l'Union européenne, un pays qui reste dans l'Union européenne n'a pas d'autonomie, n'a pas de liberté de prendre ses propres décisions, de mener ses propres politiques. Donc ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. Soit on parle de Frexit et on se dit, à partir de Frexit, voilà ce qu'on fera.
soit on est honnête avec soi-même et on se dit, bon, on va mettre telle ou telle personne au pouvoir, elle ira à Bruxelles, prendra les instructions et puis suivra ce qu'on lui dira, tout simplement. Mais moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai vu une image, c'était Monsieur Bongo, et ils ont filmé dans son appartement, il y avait des valises pleines de cash, et il a eu une très mauvaise presse à cause de ça. Pourtant, l'année dernière, il y avait une... comment elle s'appelait, la grecque, là, la blonde... comment elle s'appelait? Il y avait son... Eva, je sais pas. Eva quelque chose. Eva quelque chose. La vice-présidente du Parlement européen, ouais, du voilà. PS. Elle est retournée au bureau. Bongo ne retournera pas au bureau. Alors qu'elle, elle est revenue alors qu'on a trouvé du cash chez elle. Mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Je vais vous dire un truc. Vous savez, on parle de l'Union européenne, mais imaginons, juste j'imagine, un monde idéal. Imaginons que l'Union européenne n'avait pas été contrôlée par des alcooliques et des corrompus. Imaginons qu'elle avait apporté la démocratie, imaginons qu'elle avait apporté le plein emploi, imaginons qu'elle avait apporté la paix et la stabilité. Vous voulez que je vous dise? J'aurais encore voté pour le Brexit, pour une question de souveraineté. Voilà. Pierre-Yves, un petit message d'espoir que tu pourrais nous transmettre, parce qu'effectivement... Ouais, bon, donne-nous de l'espoir. Mode espoir activé. Alors, non mais... tu me gâtes, toi, aujourd'hui. Oui. Non mais... Objectivement, regardez l'histoire de notre peuple. Nous avons vaincu des ennemis infiniment plus forts que ça. Enfin, on n'est pas des Français si on tremble devant Charles Michel et Ursula von der Leyen. Non mais... Vous savez, c'est d'ailleurs une des parts de l'épreuve qui nous attend. Comme me le disait un de mes vieux maîtres, le philosophe Pierre Magnard, vous savez, Pierre-Yves, cette époque peut être terrible parce que nous n'avons plus l'ennemi intime, l'ennemi respectable. À titre personnel, moi j'ai vu le président Juncker porté par les services de sécurité à midi parce qu'il était fait comme un rat. Or, j'ai du mal à respecter un ennemi qui est comme ça. J'ai du mal, même s'il nous a été très utile, et je tiens quand même à saluer quand même JC parce qu'il a été un très 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 bon VRP pour nos idées. C'était pas une sciatique? Comment? C'était pas une sciatique? Oui, la fameuse sciatique bruxelloise, il paraît que c'est très méchant ce truc-là. Mais heureusement j'y ai échappé en 5 ans. Mais n'oubliez pas une chose. C'est vous le corps sain sur lequel le parasite vit. Ils ne peuvent pas vivre. Vous pouvez vivre sans eux. Ils ne vivront pas sans vous. Alors, pour illustrer les propos de Pierre-Yves, je propose d'allier la pensée et l'action, et grâce à nos décrocheurs, de déchirer quelques drapeaux européens. Et Aldo, il est dispensé, Aldo, parce qu'il est citoyen britannique et qu'il a voté. Pierre-Yves. Et ce sont nos décrocheurs qui font ça. Allons-y, Dominique. Oui. Brexit. Ah, voilà. Eh ben, parfait, Dominique. Je pense qu'on ne peut pas mieux conclure cette table ronde. Merci à tous, en tout cas, de votre écoute.